Bonjour à tous. Alors moi j'ai la lourde tâche de vous présenter la stratégie de l'Agence régionale de santé, donc de l'État, dans la région en matière de santé et d'environnement. Alors au travers du plan régional santé-environnement, c'est un document qui a une ossature administrative et réglementaire forte, je ne le cache pas. Donc je vais vous présenter la philosophie de son contenu, sans rentrer dans le détail, comment il a été élaboré, comment ont été associés les partenaires de terrain. Et puis j'essaierai d'être un peu plus concret avec des actions concrètes qui ont été développées sur le thème des perturbateurs endocriniens et puis de la périnatalité, parce que ça me semblait être un sujet d'actualité et qui touche dans le quotidien les professionnels de santé, notamment de la petite enfance. Alors quelques mots, mais très brefs, pour rappeler les missions de l'ARS en matière de santé-environnement, parce que l'ARS est très connue à l'intérieur des établissements, avec son rôle de tutelle, d'autorisation, d'allocation de ressources, notamment budgétaires, de contrôle. En revanche, son action en dehors des murs de l'hôpital n'est pas forcément bien connue des professionnels hospitaliers. Donc il faut savoir que l'ARS, et notamment sa délégation départementale, a un gros rôle de contrôle et d'inspection. Toutes les eaux que vous buvez, dans lesquelles vous vous baignez, sont contrôlées par l'Agence régionale de santé avec des fréquences variables. Et toutes les installations qui servent à produire de l'eau sont inspectées par l'Agence régionale de santé. Nous avons également un rôle d'expertise qui est très large. La réglementation prévoit des consultations obligatoires de l'ARS pour s'assurer que différents projets ne portent pas atteinte à la santé de la population. Donc ça ne se voit pas, c'est quelque chose qui se passe dans les sphères administratives, mais sachez que quand une usine ouvre quelque part, l'ARS est consultée, qu'elle émet des avis, des recommandations, pour minimiser l'impact sur les citoyens. Nous intervenons en cas d'urgence. Les médecins qui sont dans la salle, les biologistes également, savent qu'il y a des maladies à déclaration obligatoire qui doivent nous être transmises et après lesquelles on fait un certain nombre d'enquêtes pour être sûr qu'il ne peut pas y avoir de récidive. Par exemple, les intoxications au monoxyde de carbone, la légionellose, pour voir où les personnes ont pu être contaminées et s'assurer que personne d'autre ne va être exposé. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler de prévention, de promotion de la santé, avec tout ce que l'on met en place avec nos partenaires pour développer des approches de santé positive, développer des comportements qui soient respectueux et puis qui entrent dans toute la stratégie qui est développée au niveau régional et national. Donc les domaines d'intervention des ARS, on l'a dit, alors nous, on travaille essentiellement par tuyau d'orgue, il faut le dire, c'est ce que disait Rémi, sur les eaux, sur l'environnement extérieur. En ce moment, on travaille beaucoup sur les arboviroses, la lutte antivectorielle, les rayonnements non ionisants, quand les riverains s'inquiètent des antennes relais, tout ce qui est risque de contamination par les déchets d'activité de soins, que ce soit à l'intérieur de l'hôpital, on contrôle les circuits, et aussi à l'extérieur de l'hôpital, avec les patients auto-traités notamment. Et puis dans les espaces clos aussi, la question de l'amiante qui est toujours d'actualité. On pourrait croire que c'est terminé l'amiante, mais il y en a encore pour de nombreuses années. L'habitat insalubre, on fait tout ce qu'on peut pour sortir les foyers de l'habitat insalubre, la qualité de l'air intérieur, etc. Quelques définitions très générales, mais qui vont être importantes pour l'ensemble de la journée. La santé environnementale, en fait, c'est un concept assez récent, puisque la première définition par l'OMS date de 1994. Donc à l'échelle de l'humanité, c'est peu, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette définition? C'est qu'elle comprend tous les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie. Donc, on ne se limite pas à l'absence de maladie, mais on estime que quelqu'un en bonne santé, c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui a un bon développement personnel, qui se trouve bien dans sa structure sociale, et pas seulement quelqu'un qui n'a pas développé une maladie. Les facteurs environnementaux qui sont contrôlés, ce sont des facteurs classiques qu'on a énumérés avant, les facteurs physiques, chimiques, biologiques.
mais également sociaux, psychosociaux et esthétiques. On considère que tout ce qui est du lien social, créer des espaces de rencontre entre les gens, tout ce qui est qualité de l'environnement, des espaces verts dans la ville, tout ça, ça fait partie d'un environnement qui permet de rendre les gens en bonne santé. Donc elle se situe clairement en termes de stratégie préventive dans la prévention primaire. On parle beaucoup de prévention, voilà, la mammo, etc. C'est bien, il faut le faire. Mais le mieux, c'est que les gens ne tombent pas malades. Et, et sur ce champ, l'environnement a une influence considérable, on le verra tout à l'heure. Quelques mots sur les déterminants de santé aussi. Alors c'est un modèle très théorique qui a été développé en 91 par Whitehead et Dahlgren, qui effectivement a révolutionné toutes les approches de santé publique. On considère qu'un individu, il y a des éléments qu'on ne peut pas modifier. Son âge, son sexe, son hérédité. Ça, c'est propre à chacun, où on peut modifier vraiment à la marge. Au-dessus de ces facteurs qui sont non modifiables, il y a 4 sphères d'influence qui vont déterminer notre santé. La première, c'est les modes de vie individuels. Alors là, pour le coup, c'est modifiable. L'activité physique, l'alimentation, les addictions. Au-dessus de ce premier package vient tout ce qui est réseaux sociaux et communautaires qui vont eux-mêmes influencer les modes de vie individuels, notamment l'environnement culturel, l'éducation, les réseaux de soutien sociaux, le soutien de la famille. Tout ça va agir sur les modes de vie. Au-dessus viennent des facteurs qui sont beaucoup plus structurels, comme l'environnement de travail. Évidemment, si une personne travaille dans un environnement bruyant, elle aura plus de chances de développer des risques auditifs. L'eau, l'hygiène, la qualité du logement, on en a parlé précédemment. Et enfin, au-dessus de tout ça, les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales qui vont eux-mêmes, alors ça on est sur une échelle qui est beaucoup plus sociétale, et qui vont eux-mêmes influencer toutes les autres sphères des déterminants de santé. Bon, je suis obligé d'un peu déflorer l'exposome, parce que comme je vais en parler beaucoup dans le cadre du plan régional santé-environnement, je vais dire vraiment seulement 2 mots, mais je laisserai conclure parce que vous aurez une meilleure idée à la fin de la journée. La politique de santé publique, elle a été redéfinie par la loi de modernisation de la santé de 2016, et le concept d'exposome est maintenant un concept réglementaire, qui est inscrit dans la loi. Donc la politique de santé, alors ce n'est pas que le soin, je l'ai dit, le soin est une composante importante de la santé, mais c'est également la surveillance et l'observation de la santé, savoir quand les gens tombent malades. L'intervention d'Eugénia va être particulièrement éclairante là-dessus, comment on observe que sur certains secteurs, les gens tombent plus malades que dans d'autres secteurs, même sans forcément pouvoir l'expliquer, mais c'est déjà un premier niveau de compréhension. Et donc la détermination l'identification de tous ces déterminants s'appuie sur ce concept d'exposome qui maintenant, on estime qu'il ne faut plus saucissonner à la fois les expositions et les différentes périodes de la vie. C'est-à-dire que les effets sur la santé vont se faire sentir quelle que soit l'exposition, ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on se met sur la peau, et sur l'ensemble de la période d'exposition d'un individu. Alors évidemment, il y a des périodes d'exposition qui sont plus à risque. Le professeur Fénichel vous parlera pour les perturbateurs endocriniens. La vie in utero, la naissance, ce qu'on appelle les 1000 premiers jours, c'est l'OMS qui l'appelait comme ça. La puberté aussi, qui est une période de transformation importante de l'organisme. Donc tout ça, l'exposome va intégrer toutes ces expositions passées. Quelques mots sur les enjeux à l'échelle mondiale. Il faut savoir que presque un quart de la mortalité mondiale est liée aux conditions dans lesquelles les gens ont vécu ou travaillé. Donc c'est 12,6 millions de décès par an. Alors évidemment, avec une répartition géographique qui ne surprend pas, l'hémisphère sud paye un plus lourd tribut que l'hémisphère nord. Cela dit, là, c'est des chiffres de mortalité, parce que les épidémiologistes le savent mieux que moi, mais c'est beaucoup plus facile à mesurer que des chiffres de morbidité, de maladie. Et là, le constat serait plus mesuré.
notamment dans l'hémisphère nord, sur les maladies chroniques, on aurait des nuances qui seraient un peu différentes dans la carte mondiale. Et contrairement à il y a quelques années, les 10 premières causes de mortalité liées à l'environnement ne sont pas liées à des maladies transmissibles. Ce ne sont pas des risques infectieux, contrairement à ce qu'il y a pu y avoir à une époque. Hein, les grosses épidémies de choléra, etc., ça existe toujours dans l'hémisphère sud. Mais maintenant, les 2/3 des décès sont liés à des maladies non transmissibles. Alors les AVC, les cardiopathies, les traumatismes, le cancer, tout ça. Quelques mots aussi sur le ressenti de la population, qui est important, notamment pour les professionnels de santé, parce qu'il faut faire avec, il faut pouvoir répondre à leurs questions. L'ARS a commandé à l'Observatoire régional de santé ce qu'on appelle un baromètre santé-environnement. Et à un intervalle régulier, tous les 10 ans, on mesure quelle est la sensibilité du public en région sur l'environnement. La précédente enquête datait de 2007, et là on a les résultats de l'enquête de 2017. En 10 ans, on se rend compte qu'il y avait une véritable émergence de la mobilisation citoyenne en matière d'environnement. Les gens sont beaucoup plus sensibles, et ils citent, quand on les interroge, hein, c'est du sondage, hein, c'est pas du tout objectivé, c'est du ressenti, encore une fois, ils citent au premier rang de leurs préoccupations les pesticides, quelle que soit la voie d'exposition, et la qualité de l'air. Évidemment, avec des répartitions géographiques qui sont différentes, vous voyez que sur la qualité de l'air, les gens qui habitent dans les Bouches-du-Rhône sont beaucoup plus sensibilisés, avec toute la question des émissions industrielles autour de l'étang de Berre notamment. Chez nous aussi, beaucoup. Une personne sur 3 se dit inquiète à propos de la qualité de l'air, plutôt liée au transport. Et dans les départements alpins, cette préoccupation est beaucoup moins marquée. Hautes-Alpes, 6%, et Alpes-de-Haute-Provence, 8%. Ce n'est pas forcément objectivé, parce que quand on pense à la pollution sur l'ozone, les départements alpins ne sont pas forcément épargnés. Mais en tout cas, c'est du ressenti. On est dans un environnement plus vert. On estime, à tort ou à raison, que la qualité de l'air est meilleure. Donc j'entre dans la planification. Sachez qu'en France, depuis les engagements de Londres, des pays de l'OMS, en 1999, le gouvernement français est chargé d'élaborer à intervalles réguliers des plans nationaux santé-environnement. Il y en a déjà eu 3 qui portaient sur des époques d'environ 4 ans, qui ont été médiatisés plus ou moins. Le premier plan national a été très médiatisé parce que c'était le premier, puis ça a été concordant avec la loi d'orientation de santé publique. Le deuxième plan national santé-environnement a aussi été beaucoup médiatisé parce qu'il est adossé à ce qu'on appelait le Grenelle de l'environnement, qui était beaucoup porté par M. Borloo. Et au fur et à mesure de l'évolution de ces plans nationaux santé-environnement, on a remarqué un gros changement de structure. Le premier était essentiellement basé, déjà très compartimenté, l'eau, l'air, l'environnement extérieur, et avec un catalogue de mesures sans véritable ossature. Donc là, on progresse sur tous les plans santé-environnement avec des stratégies qui sont de plus en plus affirmées. Il faut savoir qu'est en préparation le nouveau plan national santé-environnement. Le lancement a eu lieu par les 2 ministres concernés, la santé et l'environnement, le 14 janvier 2019. C'est à la mode, hein, maintenant c'est Ma Santé 2022, donc là c'est Ma Santé, Mon Environnement, avec un beau logo. 4 axes de travail vont être développés, donc vous voyez qu'on n'est plus du tout sur des approches compartimentées, mais on est sur des approches beaucoup plus stratégiques. Donc mieux connaître les expositions, c'est là où le concept d'exposome va véritablement être travaillé dans des dimensions de recherche, mais également dans des dimensions de mise en œuvre. Informer, communiquer, former les professionnels et les citoyens. Il y a vraiment un véritable enjeu pour que le citoyen s'approprie sa propre santé et soit acteur de son environnement en pensant à sa santé. Réduire les expositions environnementales, on verra tout à l'heure avec un focus très particulier sur la qualité de l'air intérieur. Thuy Colomb nous en parlera de manière experte. Et puis démultiplier les actions concrètes dans les territoires. On s'est aperçu qu'un plan national ne servait pas à grand-chose. Il sert. La recherche, évidemment, c'est beaucoup plus opérationnel quand le niveau national s'y intéresse. La mise en œuvre dans les territoires, c'est vraiment une affaire de proximité. Ce qui marche
dans une région. Ce qui marche en Bretagne ne va pas forcément marcher en PACA. Et donc là, il y avait un véritable enjeu stratégique de se dire on va s'adapter vraiment aux besoins des territoires. 6 groupes de travail ont bossé de mai à juillet, donc des groupes qui étaient essentiellement d'expertise. Un groupe qui portait sur la recherche, la formation et l'information, un groupe sur les indicateurs et les données, un groupe sur la réduction des expositions, un groupe entier sur l'air intérieur, et puis un groupe sur une boîte à outils pour les collectivités. Donc ça fait un peu tard, mais en ce moment, l'actualité, c'est la consultation. Alors c'est pas une consultation citoyenne, c'est une consultation des communautés et des groupes. Donc vous avez le lien du site internet du PRSE PACA, et éventuellement, si votre communauté arrive à s'organiser dans des délais qui maintenant sont contraints, j'en suis désolé, mais en tout cas, elle est invitée à donner son ressenti sur à la fois ce qu'ont proposé les groupes d'experts et sur comment les compléter. Le plan régional santé-environnement, lui aussi, est inscrit dans la loi. Donc, tout ça est quand même quelque chose de très dur, de très ancré dans les stratégies publiques. Et il décline le plan national santé-environnement pour s'adapter au territoire. Donc là aussi, on est à sa 3e version. Alors vous allez voir qu'il y a il va y avoir un petit décalage entre les plans nationaux et les plans régionaux, parce qu'on a parfois dans certaines régions prolongé des plans régionaux, mais c'est pas grave. À chaque fois qu'il s'arrête, on se nourrit du plan national précédent. Donc là, le nôtre est tout récent. Il va durer jusqu'en 2021. Bon, quelques mots sur l'organisation, mais juste pour que vous compreniez qu'on n'a pas fait ça tout seul. Il y a 3 pilotes qui ont été chargés de l'élaborer, de mener les consultations. C'est l'Agence régionale de santé, le préfet de région qui est représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et la région qui est une collectivité territoriale et qui est associée à tous les travaux. Le comité d'orientation stratégique, c'est un comité qui réunit différents partenaires et qui, lui, est là pour mettre de la cohérence dans les stratégies. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent sur les mobilités, sur le climat, tout ça, il y a un lien fort avec la santé, et ce comité d'orientation stratégique est là pour détecter d'éventuels antagonismes entre les planifications. Un groupe régional santé-environnement qui est, lui, décisionnaire, qui émet un avis décisionnaire sur le plan. Donc, à l'intérieur de ce groupe-là, les professionnels de santé sont représentés par l'URPS, les ordres, etc. Et puis le dernier maillon, qui est presque le plus important, c'est les porteurs de projets. Donc là, vous allez en avoir toute la matinée, qui développent des actions concrètes sur le terrain. Le plan d'orientation, alors vous trouverez tout ça sur le site internet. Alors il y a des thèmes qui sont très classiques, l'air, l'eau, l'habitat, le bruit, les risques émergents et le climat, surtout en PACA. Pour nous, on a un enjeu vraiment très fort, beaucoup plus que les régions qui sont plus au nord, évidemment. Sur les maladies vectorielles qui arrivent, sur les canicules qui chez nous sont sévères, comment adapter l'urbanisme à la canicule, comment éviter les îlots de chaleur urbains, comment remettre de la végétalisation en ville, sur le système de santé, sur l'urbanisme, les déchets et l'alimentation. À savoir qu'on a 2 défis thématiques qui sont la qualité de l'air et l'alimentation, en PACA, c'est 2 défis sur lesquels on veut vraiment travailler, et puis 2 enjeux transversaux qui sont la mobilisation des citoyens et la mobilisation des territoires. 2 mots aussi pour dire que vraiment nous voulons ancrer ce plan régional santé-environnement au plus proche du terrain par la mise en place de programmes territoriaux santé-environnement. Ce sont des programmes qui rejoignent, alors on souhaite qu'ils rejoignent plusieurs objectifs du plan régional santé-environnement. On va contractualiser essentiellement avec les collectivités, mais pourquoi pas avec d'autres acteurs, des associations, etc., pour mener des programmes qui répondent à des besoins précis des territoires et qui vont associer aussi les citoyens. En ce moment, l'actualité, c'est que nous sommes en train de réaliser un diagnostic avec les métropoles Nice-Côte d'Azur qui devrait aboutir à un programme territorial santé-environnement qui sera lui-même adossé à un contrat local de santé, qui sont des mécanismes financiers de l'ARS. L'appel à projet, c'est notre outil financier. Tous les ans, nous nous mettons d'accord entre les 3 pilotes, l'ADREAL, l'ARS et puis la région, pour ouvrir un certain nombre d'objectifs. C'est-à-dire qu'on dit à nos partenaires de terrain, cette année, nous voulons travailler sur tel et tel thème.
nous ouvrons tous les ans un certain nombre d'objectifs qui doivent être limités parce que malheureusement les crédits ne sont pas illimités et pour lesquels nous invitons des partenaires à nous remettre des projets. Alors, nous les accompagnons, nos partenaires, du mieux que nous pouvons, par de l'animation, par des outils méthodologiques. Un certain nombre d'exemples labellisés en 2018 qui vont être présentés aujourd'hui, qui ont reçu le soutien de l'ARS. L'impact de la mise aux normes des incinérateurs sur l'ensemble du département. Il s'agit d'une extension de l'étude qui va vous être présentée sur l'incinérateur de l'Ariane, mais d'une extension à tout le département pour essayer de voir, d'observer l'état de santé de la population et voir si on a des poches de surincidence dans certains secteurs et après aller chercher pourquoi on a ces poches de surincidence. Donc ça, c'est quelque chose de très longue haleine, des études épidémiologiques de très longue haleine, avec de la géolocalisation de tous les cas. Mais enfin, Eugénia va vous en parler mieux que moi. Nous avons aussi financé tout ce qui est parcours de santé avec l'intégration de l'intervention du conseil Habitat Santé. Thuy va vous en parler. Un certain nombre de colloques, de communication. Et puis un gros travail de l'Agence départementale des formations sur le logement, sur la non-décence du logement, et ses répercussions sur la santé des populations. Une étude également intéressante sur tout ce qui se passe en ce moment dans le centre-ville de Nice. Si vous vous baladez rue Trachel, etc., qui est un centre-ville ancien très dégradé, sur lequel la métropole met en place ce qu'on appelle le PNRCAD, le Programme national de réhabilitation des quartiers défavorisés. Il va y avoir un certain nombre d'actions sur le logement, sur les espaces extérieurs, sur les cheminements piétons, sur l'accessibilité aux services. Et tout ça va être étudié sous le prisme de la santé. C'est des études qui sont spécialisées, qui sont faites par des cabinets spécialisés, et qui permettent d'objectiver les bienfaits sur la santé de la population et de voir éventuellement comment réorienter les décisions publiques. Bon, ça c'est juste pour vous montrer la répartition. On a beaucoup de projets sur l'air, on y consacre environ 400 000 € par an, parce que c'est une véritable problématique dans la région. Bon, quelques mots sur les perturbateurs endocriniens, le professeur Michel va vous en parler, juste parce que c'est un bon exemple de la complémentarité des politiques publiques, de tout ce qui est mené par les politiques publiques. Bon, les perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose qui a un peu désarmé l'ensemble de la sphère sanitaire parce que ça a remis en question beaucoup de dogmes, alors des dogmes scientifiques. Hein. Quand on nous a appris la toxicologie, on nous a toujours dit c'est la dose qui fait le poison. Ben, pas forcément avec les perturbateurs endocriniens, c'est plutôt la période d'exposition qui fait le poison. La transmission sur plusieurs générations alors qu'on n'est pas dans l'hérédité. Des choses comme ça, et puis aussi l'omniprésence dans l'environnement. Donc tout ça a fait que il y a eu une prise en compte très graduelle des besoins de la population. Il y a eu aussi beaucoup de lanceurs d'alerte qui ont dit au pouvoir public qu'il faut faire quelque chose. Donc tout ça a commencé de manière très récente. En 2005, ces premières actions, c'était l'environnement qui était précurseur. Bien avant la santé, le ministère de l'Environnement s'est dit, moi je vais commencer à regarder dans l'environnement ce que j'ai comme perturbateur endocrinien, enfin ce qui peut être appelé perturbateur endocrinien, parce que c'est super vaste. Et je vais voir comment quantifier tout ça. On a attendu 2011 pour que les premières études soient commandées à Santé publique France, qui est alors l'INVS, pour qu'on puisse voir comment les femmes enceintes, puisque bon, il y avait une période d'exposition qui était importante, c'était la période intra-utérine, comment les femmes enceintes étaient exposées aux perturbateurs endocriniens. En 2014, tout ça aboutit à une stratégie, une véritable stratégie coordonnée entre la santé et l'environnement, qui s'appelle la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Je détaillerai juste les 4 axes tout à l'heure. Et enfin, tout ça a été intégré dans le plan national, alors 3e génération santé et environnement, et ça sera repris vraisemblablement dans le prochain. Bon. Et depuis, les sociétés savantes, les agences nationales, l'ANSES, le Haut Conseil de santé publique se sont penchés sur la problématique et émettent régulièrement des avis, dont il y a des avis pivots, hein, celui de l'ANSES de 2016 sur les femmes enceintes, celui du Haut Conseil de santé publique, alors qui était très concret parce qu'il parlait du carnet de santé. Comment intégrer des actions concrètes au carnet de santé,
Alors, on a beaucoup parlé du bisphénol A dans les biberons. Alors comment dire aux femmes enceintes plutôt du verre, faites attention vos biberons. Voilà. Comment dire aussi pensez à aérer la chambre de vos enfants. Des choses très pragmatiques, mais comment les intégrer dans quelque chose de très concret, le carnet de santé. Bon, les 4 axes, rapidement, de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, la recherche qui est essentiellement menée au niveau national, mais qui a des déclinaisons locales, l'expertise qui est menée par les agences nationales également, la réglementation, qui est essentiellement menée par le niveau national, même s'il y a un débat en ce moment musclé entre les pouvoirs du maire qui interdisent les pesticides, et est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils n'ont pas raison, est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils n'ont pas le droit, enfin, en tout cas, il y a effectivement aussi des élus locaux qui veulent s'approprier ces questions de réglementation de l'environnement. Et puis l'information qui, là, qui est plus efficace quand elle est menée proche du terrain. Donc c'est très bien des journées comme ça parce qu'on est en plein dedans. Alors ça, c'est très peu lisible, j'en ai la conviction, mais juste pour montrer que la réglementation, elle s'est mise en place très progressivement. On s'est d'abord inquiété du bisphénol A dans les biberons, après dans d'autres supports, les matériaux alimentaires, les tickets de caisse, etc. Donc tout ça se met en place de manière très progressive et vise à longue échéance, au fur et à mesure qu'on acquiert de la connaissance, parce qu'on manque aussi de connaissance, il faut le dire, à réglementer de manière beaucoup plus complète et progressive. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau national. Et au niveau local, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être très complémentaire avec le niveau national. C'est-à-dire que ce qui nous reste, lorsque le niveau national a fait l'expertise, a fait la réglementation, nous, c'est à informer au plus proche du terrain. Donc le plan national santé-environnement nous demandait déjà de caractériser les expositions et de protéger la santé des personnes les plus vulnérables, dont les femmes enceintes. C'est pour ça que dans l'action du PRSE-PACA, nous avons décidé déjà de passer par les professionnels de santé, qui sont les premiers relais pour nous. Alors, professionnels de santé au sens vaste, la PMI évidemment, c'est notre partenaire quotidien, mais les professionnels hospitaliers, les professionnels libéraux, les gens qui travaillent dans les crèches, etc. Pour donner de l'information validée, autant que se peut, et s'en servir de relais pour les jeunes parents. D'ailleurs, pas que les femmes enceintes, les papas ont leur rôle là-dedans, on ne les oublie pas. Donc, ce qui a été financé par l'ARS en région PACA, le C2DS, qui est une plateforme qui met en place, au sein des établissements de santé qui sont volontaires, donc le CHUVNIS en fait partie, un système de développement qui demande aux établissements de santé de développer des actions de développement durable. Donc sur tous les thèmes, ça peut être les rejets hospitaliers, ça peut être le circuit d'élimination des déchets, etc. Le CRES PACA qui a fait un webinaire très bien fait à la destination des femmes enceintes, qui a très bien marché, que la PMI d'ailleurs veut réutiliser dans ses outils de communication. Écolo Crèche, qui est tout ça aussi, c'est une action qui a très bien marché, de sensibilisation des personnels de crèche, notamment sur des couches qui sont à des labels un peu écolo, etc. Un projet intéressant aussi à l'hôpital Saint-Joseph, parce que ça touche beaucoup de femmes, c'est le premier établissement au nombre d'accouchements en PACA, de formation des personnels soignants. Et puis aussi quelque chose d'intéressant à la PHM qui est en train d'être monté par nos collègues des Bouches-du-Rhône sur une consultation préconceptionnelle. C'est avant, les parents qui ont projet, on s'y prend même avant, de commencer à les informer dès qu'ils ont un projet de maternité ou de paternité. Ce qu'on souhaite maintenant en région PACA, c'est diversifier les acteurs. On travaille avec un nombre trop restreint, à notre sens, de porteurs de projets. Donc on voudrait démultiplier ça, avoir beaucoup plus de relais locaux. Ce qui veut dire qu'il faut les coordonner, que tout le monde ne parte pas dans des sens différents. Donc ça, c'est notre job, de faire en sorte que les actions des différents partenaires soient convergentes, de créer des lieux d'échange. Aujourd'hui, c'est gagné. Soutenir la recherche à un niveau local. On a dans le département des axes de recherche qui sont intéressants. Le Conservatoire des îles de Lérins travaille sur les antibiotiques dans l'environnement, dans les poissons, dans l'eau. C'est des actions qui sont très intéressantes. Mieux former les professionnels de santé, on en a beaucoup parlé. Nous nous intéressons beaucoup aux travailleurs. Alors
Alors moi je vais très peu chez le coiffeur, mais les coiffeuses qui sont exposées dans leur quotidien à des produits pas forcément très respectueux de l'environnement et de la santé, ce sont des gens auprès desquels il faut vraiment être présent. Et puis diffuser l'information auprès du grand public, des jeunes parents, des professionnels de santé, et puis les travailleurs, on y revient. Voilà, vous avez le contact du plan régional santé-environnement, vous avez le site web, normalement vous avez de quoi poursuivre votre acculturation si besoin.